Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue et merci d'être venus si nombreux ce soir pour évoquer la première année de mandat du sénateur Xavier Iacovelli. Alors, je vais commencer par inviter plusieurs personnes à venir nous rejoindre sur scène. Tout d'abord, 8 jeunes qui ont fait preuve d'un civisme rare et exemplaire. Ils ont ramené une forte somme d'argent qu'ils avaient trouvée au commissariat de Suresnes et ils ont reçu des mains de monsieur Iacovelli la médaille du Sénat. Alors j'appelle messieurs Marvin Lacombe, Yanis Gerbi, Walid Moutawakil, Bruno Santos, Bilal Habchi, Matteo Marquez Dominguez, Dani Diaz Texera et Samy Henriot. Alors je vais appeler aussi Safia Chamoir et Hatchiline qui sont responsables de l'association Suresnes au cœur, qui rassemble les Suresnois très attachés à leur ville. J'appelle aussi à venir nous rejoindre sur scène Thérèse Nguimbous, Thierry Besançon, Saloua Hachemi et Fabienne Gambier. Ils sont sénateurs suppléants de M. Iacovelli. Bienvenue. Et enfin, pour terminer, j'appelle aussi Nicolas Dasta, conseiller municipal et régional, ainsi que Sonia Demeaux, conseillère municipale. Alors au programme ce soir, deux sujets principaux, deux sujets qui vous concernent et qui sont aussi tout à fait représentatifs de l'action parlementaire de M. Iacovelli. On va parler d'abord de la suppression des matières plastiques dans les cantines scolaires. On en parlera avec M. Jérôme Santolini, qui est chercheur en biologie et qui est secrétaire du collectif Cantines sans plastique. Et puis en deuxième partie de soirée, on va évoquer la vitalité des commerces de proximité ici à Suresnes, mais aussi dans le reste du département. Et on l'évoquera avec Madame Evelyne Chambalou, qui est ancienne présidente de l'association des commerçants de Suresnes. Madame Chambalou, vous pouvez monter sur scène également si vous m'entendez. Alors avant de débuter ces discussions, je vous laisse savoir aussi que vous aurez bien sûr la possibilité de poser toutes les questions qui vous concernent et qui vous intéressent juste après les discussions. Et avant tout cela, je vais donner la parole tout de suite à monsieur Xavier Iacovelli, qui est sénateur des Hauts-de-Seine et conseiller municipal de Suresnes. Merci beaucoup de votre accueil. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, mesdames et messieurs les élus, chères Suresnoises, chers Suresnois, mes chers amis, quel plaisir de vous voir ici si nombreux. Je ne m'attendais pas à autant de monde, je vous avoue. Ici à Suresnes. Vous savez combien Suresnes est important pour moi, compte pour moi. Je suis sénateur des Hauts-de-Seine, j'aurais pu faire mon compte-rendu de mandat dans n'importe quelle ville du département, mais pour moi c'était impensable de ne pas le faire dans ma ville, à Suresnes. Vous le savez, je suis né à 2 pas d'ici, à la Cité Jardin. Je suis allé à l'école Vaillant Jaurès. Pour certains d'entre vous, vous avez été mes clients quand j'étais commerçant. Je me suis marié ici, et maintenant ce sont mes enfants que j'emmène à l'école des Raguidel, de temps en temps. 1 an de mandat. Déjà 1 an que les électeurs des Hauts-de-Seine m'ont fait confiance. Et pourtant, il y a 1 an, personne ne pouvait imaginer qu'un jeune, parce que je vous confirme, au Sénat, je suis un jeune, pouvait décrocher ce mandat de sénateur.
parce que je ne venais pas forcément du sérail, je n'étais pas maire, parce que je n'appartenais pas à cette génération d'élus qui ont eu tous les pouvoirs, qui en ont hérité et qui en ont souvent abusé. Non, moi je me suis formé auprès des Suresnois, en étant associatif, responsable associatif, en étant conseiller municipal d'opposition, et puis en étant 2 fois tête de liste pour les élections municipales. Suresnes, c'est la ville que j'ai au cœur, la ville où je suis élu depuis maintenant 10 ans. Et puis dès mon élection au Sénat, j'ai affirmé que je ne serais pas un sénateur de palais, un sénateur déconnecté des territoires, des élus et des habitants. Alors je suis heureux, aujourd'hui, 1 an après, d'être fidèle à cet engagement et de vous rendre compte de mon mandat. Parce que comment réaliser le mandat qui nous a été confié si nous ne sommes pas au contact avec la population? J'ai constaté, et je sais qu'il y a certains élus qui pourront me confirmer, constaté la situation parfois difficile de nos écoles, notamment à Nanterre, notamment à Châtillon, mais aussi dans certaines écoles de Suresnes. J'ai pu me rendre compte de l'inquiétude des parents d'élèves et des professeurs due à la suppression des classes pour la rentrée 2018. Je voudrais par ailleurs ici remercier toute la communauté éducative qui s'engage au quotidien pour faire réussir nos enfants. Et je félicite aussi les représentants de parents d'élèves qui sont nouvellement élus depuis vendredi, je pense qu'on peut les applaudir. C'est aussi un engagement citoyen important. J'ai également, durant cette année, pu me rendre compte de l'état de notre service public postal, notamment lorsque j'étais à Levallois, aux côtés des postiers, pour défendre une certaine vision du service public face à la fermeture des bureaux de poste de proximité. J'étais également aux côtés des élèves du conservatoire municipal de Suresnes, qui se sont mobilisés contre la fermeture de la classe de chant lyrique, voulue par la mairie. Apparemment, il y a un élève. Ils ne demandaient qu'une seule chose, s'épanouir en pratiquant leur passion dans les meilleures conditions possibles. Alors ce travail, je le continuerai à vos côtés, car c'est mon rôle, avant tout, de faire confiance à l'expertise des citoyens, mais aussi à celle des élus locaux que vous-même, à qui vous avez accordé la confiance. Le conseil sénatorial que j'ai créé il y a maintenant 1 an s'inscrit dans cette volonté. Il a pour vocation de rassembler les élus locaux pour travailler sur des sujets de fond qui touchent directement au quotidien. C'est une richesse pour moi parce qu'elle me permet de développer ma réflexion avant de voter une loi. Elle me permet également, et elle permet également aux élus de faire des remontées de terrain et de leur expérience. Alors le Sénat a une histoire, une longue et belle histoire. C'est une immense fierté pour moi et une grande responsabilité de travailler pour vous en tant que sénateur. Alors vous savez, à Suresnes, il y a eu 3 sénateurs. Je sais que pour ceux qui étaient là à nouveau, j'ai déjà raconté cette histoire. Il y avait Robert Pontillon, qui était maire de Suresnes. Il y avait le grand Henri Sellier, qui vous connaît. Et puis il y avait moi, en 3e. Et donc, c'est une grande responsabilité, vous comprenez bien. Vous savez que c'est aussi assez facile de rester humble quand tous les jours, devant les pupitres des anciens sénateurs, je passe et que je vois des petits médaillons des illustres sénateurs où je vois Georges Clemenceau, Victor Hugo, Jules Ferry. Tout mon travail, tous les jours, je me dis que j'ai beaucoup de travail à faire pour être digne de leur héritage et digne de votre confiance. Alors le Sénat s'est développé, s'est réformé au fur et à mesure des années et a la lourde tâche de représenter aujourd'hui les territoires, les départements, les maires et les élus locaux, et à travers eux les Françaises et les Français. Ces territoires, nos communes, qui au fil des années ont vu les gouvernements successifs leur priver leurs compétences, par une volonté souvent jacobine du pouvoir de centraliser et souvent déconnecter des réalités du terrain. Ces territoires qui pourtant au quotidien s'engagent pour préserver nos services publics, les commerces de proximité et les infrastructures viables pour accueillir nos enfants. Ce sont ces territoires, nos villes, leurs habitants, que je défendrai tout au long de mon mandat. Aujourd'hui, je reste persuadé que le Sénat doit continuer à se réformer, car son rôle et son fonctionnement demeurent encore trop éloignés des Français. D'ailleurs, je pense que le défaut principal du Sénat pour l'instant, c'est son manque de communication auprès des Français. Plusieurs fois, on me demande, mais à quoi vous servez? Qu'est-ce que vous faites au Sénat? Et pourtant, on a les mêmes pouvoirs et les mêmes responsabilités que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire celui de faire voter les lois, de contrôler le gouvernement, de contrôler l'administration. Et c'est aussi un contre-pouvoir important
et on l'a vu dernièrement avec l'affaire Benalla, où l'indépendance du Sénat a permis malgré tout de continuer une commission d'enquête qui était vouée à l'échec à l'Assemblée nationale. Nous avons l'habitude de dire que les sénateurs corrigent souvent les excentricités des députés. Alors le travail de sénateur, ce n'est pas seulement un travail législatif, en tout cas moi je ne pense pas. C'est aussi un engagement sur des cas, un engagement très concret. C'est par exemple empêcher l'expulsion de familles hébergées par le 115, parce que ces familles n'avaient plus d'enfants qui avaient 3 ans, moins de 3 ans. Ils avaient des enfants qui avaient 3 ans et 1 semaine. Donc, la préfecture a estimé qu'ils pouvaient dormir dans la rue. Alors j'ai mobilisé avec d'autres parlementaires l'ensemble des élus locaux, départementaux, régionaux de notre département et dans les conseils municipaux. Ce combat, on l'a gagné ensemble. Peut-être provisoirement, mais on l'a gagné ensemble. Et si mon action sénatoriale a au moins permis cela, alors c'est un mandat qui est utile. Depuis 1 an, un certain nombre de réformes ont été examinées. À chaque instant, mes interventions, mes prises de position et mes votes ont été dictés non pas par un parti politique, parce que, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis relativement libre sur les dogmes, mais parce qu'il m'a toujours guidé. Est-ce que cette loi est juste? Est-ce qu'elle est égalitaire et équilibrée? Et est-ce qu'elle protège les Françaises et les Français? Ces 3 questions-là m'ont permis à chaque fois d'avoir des votes qui parfois étaient à l'encontre de mon groupe politique. Alors j'ai pu m'investir sur un certain nombre de textes importants. Nous reviendrons sur les 2 thèmes tout à l'heure. La proposition de loi qui a été votée à l'unanimité sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, déposée par mes collègues, un républicain, Rémi Pointreau, et l'autre socialiste, Martial Bourquin. Et j'ai voulu être chef de file de cette loi. Et j'en suis fier parce que cette proposition de loi propose de réelles avancées pour nos villes en matière de commerce de proximité face aux grandes surfaces qui sont en périphérie. Il y a eu aussi la loi Asile et Migration, qui, au-delà de ne résoudre aucun problème, laisse perdurer des situations inacceptables telles que l'enfermement des enfants. J'ai par ailleurs porté plusieurs amendements avec le soutien des associations relatifs à l'interdiction de l'enfermement des mineurs, qu'ils soient isolés ou accompagnés. Après avoir vécu l'horreur dans leur pays, après avoir vu des massacres de leurs proches devant eux, après avoir échappé à la mort souvent sur des embarcations de fortune, comment est-ce qu'en 2018, dans le pays des Lumières, dans le pays des droits de l'homme, qui vante les droits de l'homme partout dans le monde, on peut accepter encore l'enfermement des enfants et des mineurs? Comment est-ce qu'on peut accepter de priver de liberté ces enfants? Ce débat a été très dur au Parlement et aura marqué ma première année. Car avant de débattre, de voter, j'ai été constater sur le terrain l'impact psychologique de l'enfermement de ces enfants sur ces enfants et sur leurs familles. Désolé, c'est pas très beau ce que je vous raconte, mais c'est quand même une loi qui a été très marquante dans cette première année et c'est important de le préciser. J'ai également, en juillet dernier, été responsable pour mon groupe sur la loi Élan, la loi logement qui était une loi importante, surtout dans notre département où le mal-logement, où la recherche de logement, où le coût du logement est la principale préoccupation des citoyens. Et sur ce point, une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé de nombreuses convergences avec le maire de Suresnes, également président de l'office HLM des Hauts-de-Seine, tant la loi, uniquement guidée par une logique budgétaire, aux dépens de toute humanité et de bon sens économique, attaquait le modèle social du logement social. J'ai également pu porter un certain nombre d'amendements sur différents sujets. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans quelques instants, mais je pense tout particulièrement à celui visant à l'interdiction des plastiques dans la restauration scolaire, les contenants plastiques. Il y a un autre sujet qui me tient à cœur et qui sera, à mon avis, d'actualité dans les jours à venir, celui de la protection des mineurs, notamment ceux qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Aujourd'hui, alors que nous savons qu'une majorité des sans-domicile fixe viennent de l'ASE, sortent de l'ASE, les pouvoirs publics restent totalement muets dans l'inaction la plus totale. Les disparités d'un département à l'autre sont telles qu'il y a souvent des situations dramatiques pour ces enfants. Cela fait maintenant des années que les travailleurs sociaux nous alertent sur la situation de danger, de violence ou d'agression physique entre les enfants au sein même de l'institution qui est censée les protéger. Comment parler d'égalité des chances lorsque le début de leur jeune vie est aussi chaotique?
C'est dans cette volonté que j'ai posé une question au gouvernement la semaine dernière sur la situation de l'ASE dans notre département, particulièrement touché alors que c'est le département le plus riche de France et qui donne quasiment le moins de subventions à l'ASE. Et je déposerai des amendements pour plus de protection des enfants placés lors du projet de loi de finances de la sécurité sociale en 2019 qui va commencer dans quelques jours. Toujours dans la protection de l'enfance, j'ai signé la semaine dernière la création d'une commission d'enquête sur les violences sexuelles au sein de l'Église. Une fois de plus, il ne s'agit pas là d'une problématique qui est partisane. Cela nous dépasse, ça dépasse les partis, ça dépasse les groupes politiques, les clivages partisans. Et je suis persuadé que nous trouverons un large consensus au sein du Sénat sur cette question, car nous ne pouvons rester inactifs sur le sort de plusieurs milliers d'enfants. Actuellement, plusieurs dossiers sont en cours. Je vous en ai parlé, la commission d'enquête, l'action que je vais mener aussi sur la protection des mineurs. Mais depuis la semaine dernière, en lien avec... la semaine dernière, elle était très chargée, comme vous pouvez voir. Avec mon amie, qui est actrice et écrivaine, Pauline Delpech, que vous connaissez certainement, je me suis saisi de la question du marché parallèle du tabac. Car nous pouvons constater que l'augmentation du prix du tabac fait diminuer les acheteurs, mais de façon symétrique, fait augmenter la consommation au marché noir. Et donc c'est une question, et c'est souvent les jeunes en plus, qui sont le plus touchés. C'est une question de santé publique, en premier temps, évidente, mais ça coûte aussi 5 milliards de recettes fiscales en moins dans les caisses de l'État. 5 milliards, je vous rappelle, c'est ce que le gouvernement a imposé en baisse des APL l'année dernière. C'est aussi le montant de la suppression de l'impôt sur la fortune. Vous voyez qu'on a des recettes à trouver, des recettes supplémentaires à trouver, et notamment en s'attaquant sur la question du marché parallèle du tabac. Ces sujets ne manquent pas, et je pourrais vous en parler. Il y a tellement de sujets en ce moment qu'on a envie de traiter, notamment les moyens de la police. J'ai pu faire un débat avec d'autres sénateurs sur les moyens de la police, sur la situation internationale, et notamment les déplacements que j'ai pu faire à l'étranger. Mais ça, je vous laisserai me poser des questions si vous le souhaitez, lors de la deuxième phase de cette réunion, où je pourrai bien sûr vous répondre. Le travail sénatorial est riche, vous pourrez le voir, et quand on s'engage vraiment, je vous l'assure, on peut changer le cours des choses. Chers amis, c'est comme ça que je vois et je perçois le rôle d'un parlementaire. Construire collectivement, puis voter la loi en étant au plus près des réalités de nos territoires. Les deux sujets que nous allons aborder dans quelques instants sont un symbole de ce que doit être la politique dans une démocratie qui fonctionne. Que ce soit pour les cantines sans plastique ou pour la question de la vitalité commerciale, on est dans une rencontre entre, d'un côté, une mobilisation citoyenne reposant sur une véritable expertise, et de l'autre, l'écoute et la volonté d'élus de défendre l'intérêt général. C'est comme ça que je conçois mon mandat, c'est comme ça qu'on y arrivera. Je m'étais engagé lors de ma campagne à vous rendre compte chaque année, alors je peux déjà vous donner rendez-vous l'année prochaine, pour ma deuxième année de mandat, et toujours avec autant de plaisir, et je vous invite maintenant à commencer les discussions avec les intervenants. Alors on va commencer effectivement la première discussion de cette soirée autour de la thématique de la suppression des contenants plastiques dans les cantines scolaires. Et on est avec Jérôme Santolini. Je rappelle que vous êtes chercheur en biologie et secrétaire du collectif Cantines sans plastique. Donc je commence avec une question pour vous, Monsieur Santolini. Racontez-nous déjà quel est ce collectif, comment est-il né et comment est née cette mobilisation qui à la base était quelque chose de local et qui s'est transformé en une vaste mobilisation nationale. En fait, depuis plusieurs années maintenant, un petit peu partout en France, des parents d'élèves se rendent compte de l'invasion du plastique dans la restauration scolaire. Une invasion dont personne n'était visiblement au courant, puisque un petit peu partout en France, les enfants mangent des repas qui sont cuits dans des poches en plastique qui fondent, qui sont ensuite réchauffés dans des barquettes en plastique qui fondent, et servis dans des assiettes en plastique. Voilà, donc on a en fait le plastique tout le long de la chaîne de la restauration scolaire. Et ces parents se sont, comme des citoyens normaux
demander s'il y avait, demander aux pouvoirs publics locaux s'il y avait des problèmes d'innocuité de ces contenants en plastique, et la réponse était systématiquement non, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout est réglementaire, voilà. Mais ça n'a pas suffi à rassurer les parents qui ont mené leur propre enquête en fait, et qui est d'ailleurs retracée dans le petit livre que vous avez vu à l'entrée sur la table, et qui ont mis en évidence qu'il y avait effectivement là-dessous un vrai scandale sanitaire et qu'il fallait que d'une certaine manière les pouvoirs publics et les acteurs politiques se saisissent de cette question-là pour pouvoir protéger les enfants. Alors effectivement, vous avez signé un livre, Pas de plastique dans nos assiettes, que vous pouvez retrouver à l'accueil. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui en termes scientifiques de la dangerosité de ces matières plastiques? Qu'est-ce qui est avéré? En fait, le problème des matières en plastique, c'est que c'est un continent extrêmement inexploré. Il y a une étude qui vient d'être faite qui estime entre 4000 et 8000 composés sont présents dans tous ces plastiques alimentaires. On ne les connaît pas tous, les fabricants ne les connaissent pas tous non plus, parce qu'il y a beaucoup d'impuretés dedans. Et au final, en fait, quand on les connaît, quand on arrive à voir la liste de ces composés, on se rend compte qu'il y a dedans des produits extrêmement toxiques. On parle par exemple du bisphénol A que tout le monde connaît, et qui est un œstrogène, c'est-à-dire que c'est une hormone de synthèse. Donc les enfants mangent dans des assiettes qui sont fabriquées avec des hormones de synthèse, donc on peut effectivement s'inquiéter de l'impact que ça peut avoir. Il y a aussi du phtalate. Les phtalates qui ont été interdits dans les jouets pour enfants sont présents dans les poches de cuisson et migrent dans les repas alimentaires. Donc les enfants sont exposés via l'alimentation tous les jours, pendant 10 ans, à ingérer ces molécules dont on sait qu'elles sont cancérigènes et perturbateurs endocriniens dans ce cas particulier. Donc la communauté scientifique est extrêmement unanime, il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de débat. Ces plastiques sont faits de composés qui sont toxiques, qui vont migrer dans les aliments et qui auront des impacts sanitaires. Alors Monsieur Iacovelli, peut-être une question pour vous. Vous, d'où vient votre engagement sur le sujet et comment est-ce que vous avez connu ce collectif Cantine sans plastique? Alors, moi, j'ai commencé à m'intéresser parce que déjà j'ai 2 enfants, dont un qui est à la cantine. Et c'est vrai que ma collègue députée, alors, pas de la même famille politique pour le coup, Lauriane Rossi, qui est de La République En Marche, du département, avait effectivement été sollicitée par le collectif de Montrouge, dans sa circonscription, sur la question du plastique dans les cantines. Et donc, j'ai vu cet amendement déposé par Lauriane Rossi, rejeté par le gouvernement et par la majorité dont elle appartenait. Et là, je me suis dit, c'est quand même complètement dingue, parce que au-delà de la question de la dangerosité, il y a un principe de précaution. Et je ne voyais pas la raison de ce rejet. Et donc, j'ai décidé de regarder un petit peu, de rencontrer Lauriane Rossi, de rencontrer aussi le collectif, et de voir comment est-ce que moi je pouvais intervenir dans la lecture qui se passait au Sénat, et que je pouvais porter cet amendement également et le défendre au sein du Sénat. Donc il a été rejeté en première lecture à l'Assemblée. Deuxième lecture, autant vous dire que la majorité étant celle présente au Sénat, compliqué de le faire passer également dans la loi agriculture, sous des prétextes qui étaient en plus un peu délirants, c'est-à-dire on nous disait oui mais ça va être un investissement colossal pour les collectivités, vous vous rendez compte, ils vont devoir acheter de l'inox, ils vont devoir acheter des bacs inox pour remplacer les bacs plastiques. Oui, enfin bon, je pense que chaque collectivité est en capacité quand même d'acheter des bacs inox. C'est un investissement qui est amortissable sur plusieurs années, et donc le coût était quand même moins important. Et notamment, comme monsieur le disait, les poches plastiques, c'est des charges directes. Donc même pour des raisons financières, il faut mieux avoir des investissements qui sont amortissables plutôt que des charges directes qui sont directement déductibles des recettes de la ville. Donc, c'était l'argument principal. Et puis, on nous a vendu aussi la proposition d'une enquête, d'une expérimentation. Voilà, c'est ce qui a été vendu également à l'Assemblée. Et donc, on a eu le même discours au Sénat. Sur quoi il y a eu d'autres discussions, donc bien sûr rejeté au Sénat. Et ce même amendement qui donc interdisait en 2022 au départ
les contenants en plastique dans les cantines, a été négocié, parce que la politique c'est aussi fait de compromis, et donc il a été négocié à l'Assemblée pour la deuxième lecture, et il est passé le 14 septembre dernier, à la surprise générale, à l'unanimité des groupes politiques, avec l'accord du gouvernement. Cet amendement est passé. Donc c'est une belle victoire, un beau combat qui a été mené conjointement à l'Assemblée et au Sénat. Et voilà ce que je peux vous dire sur le parcours législatif de cet amendement. C'était un chemin de croix quand même pour cet amendement. Croix, Jérôme Santolini, pour revenir sur vraiment ce qui se passe dans les cantines, on parlait tout à l'heure de la toxicité de certaines matières plastiques qui est avérée, qui est reconnue par la communauté scientifique. Pourquoi est-ce que le plastique il est autant utilisé dans les cantines aujourd'hui? Je voudrais quand même revenir sur la toxicité pour qu'on voit bien l'importance du vote qui a été fait aujourd'hui. Dans les pays occidentaux, on ne meurt plus d'infections de diphtérie ou d'infections microbiennes, on meurt de ce qu'on appelle des maladies chroniques, qui sont une charge importante pour la société. Et cette épidémie de maladies chroniques est directement liée à l'exposition qu'on a durant notre enfance et tout au cours de notre vie à un certain nombre de contaminants environnementaux. Et pour donner quelques chiffres, on a chaque année à peu près 1,3 million d'enfants obèses en plus. Il y a 400 millions de personnes qui sont diabétiques de type 2, par exemple. En 30 ans, l'incidence des cancers des testicules a été multipliée par 2, des seins par 3 et de la prostate par 5. Et tout ça, c'est lié finalement à ce à quoi on est exposé. Donc là, il y a un vide politique énorme. Personne ne réagit, en fait. Et l'objectif de l'association, c'était de dire il faut réagir, et surtout que les enfants sont la population vulnérable. C'est l'exposition des enfants qui va déterminer ensuite votre état de santé 30 ans plus tard. Donc ça, c'était juste pour caler l'aspect sanitaire. Pourquoi ça n'est pas facile à avancer? En fait, il y a très peu de réglementation aujourd'hui, que ce soit en France ou en Europe, c'est ce que je disais sur la santé environnementale. Le bisphénol A, par exemple, c'est juste en France que son interdiction a été votée en 2010 pour être appliquée en 2015 sur les contenants alimentaires. En Europe, il y en a partout. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans vos assiettes, vous allez en retrouver, parce que les biens circulent d'une certaine manière. Donc il y a très peu de réglementation, parce que les réglementations ne sont pas faites par les scientifiques. Alors je ne plaide pas pour ma paroisse, mais elles sont faites par des agences sanitaires qui ne sont pas des lieux scientifiques, ce sont des lieux un peu d'administratifs, parascientifiques, où tous les intérêts sont représentés, et en particulier les intérêts des industriels. Donc je ne vais pas faire du industrie bashing, si vous voulez, mais dans ce cas-là, au niveau des plastiques, il y a un très fort lobby pour faire ce qu'on appelle de la fabrique de l'ignorance, c'est-à-dire rendre les choses un peu confuses, faire des controverses scientifiques là où il n'y en a pas, et empêcher toute négociation. L'OMS, en 2000, a dit voilà, il y a des perturbateurs endocriniens, c'est très dangereux, il faut faire quelque chose. L'Europe, en 2018, n'a toujours pas implémenté de politique là-dessus. Au niveau français, c'est la même chose. Localement, vous avez des petites industries qui vont ensuite faire du lobby local auprès de leurs députés, ce qu'on a vu à l'Assemblée, alors je ne sais pas si vous l'avez vu au Sénat. Alors peut-être une question pour M. Iacovelli, justement, quelle a été la réaction tout au long de ce chemin législatif de votre amendement? Quelle a été la réaction de l'industrie du plastique et de ses représentants? On nous sort toujours l'argument en fait, de l'emploi. C'est-à-dire qu'on nous met en opposition la santé publique et les emplois que l'interdiction du plastique, par exemple, pourrait détruire. Sauf qu'on sait très bien que le recyclage, l'utilisation de nouveaux produits permet de créer, lui, des emplois aussi. Donc en fait, c'est tout ce travail des lobbying qui fait que les politiques ont peur, parce que s'ils ont une usine dans leur circonscription, vous vous rendez pas compte, il ne faut pas qu'on perde des emplois dans la circonscription. Et donc, c'est vrai qu'il y a des lobbying qui interviennent et qui font changer de position les parlementaires. Alors, moi j'ai une chance, c'est que je n'ai pas d'usine de plastique dans les Hauts-de-Seine, ni sur Rennes, pour le coup, donc je n'ai pas été trop embêté là-dessus. Mais on voit bien que certaines positions, et notamment je pense à l'interdiction des bouteilles plastiques dans les cantines, parce que juste dans la même loi, il y a eu cette interdiction. Alors, ce qui n'arrive quasiment jamais, parce que dans nos cantines scolaires, c'est souvent des brodos que nous avons, mais en fait c'était pour la question de la Bretagne, parce qu'en Bretagne, l'eau n'est pas potable, en tout cas au robinet, et donc on fournit des bouteilles d'eau plastique aux enfants. Et donc là, il est pareil, la loi est passée, un amendement est passé pour supprimer
ces bouteilles plastiques, mais ça a été aussi toute une discussion, et y compris, alors là, pour le coup, quel que soit le bord politique. C'est vraiment une question de circonscription, une question si on a des emplois dans notre ville ou dans notre circonscription. Donc voilà, c'est un peu les limites, on va dire, de l'exercice. Jérôme Santolini, la question du plastique dans les cantines scolaires, c'est une question sanitaire, vous l'avez dit, c'est aussi une question environnementale, en termes de déchets notamment. Oui, je crois que le vote du 14 septembre, qui était mu par une volonté surtout de santé environnementale et de protection sanitaire des enfants, a bénéficié en fait de tout ce qui passait cet été sur les continents plastiques, tous ces déchets qu'on voyait sur les plages, un petit peu partout dans le monde et en France aussi. Parce qu'en fait, là, on arrive un petit peu, je pense, à la limite de notre écosystème qui n'est plus capable d'assimiler tout ce que nous produisons. Et on produit énormément de plastique. Rien qu'en France, on en consomme à peu près 50 millions de tonnes. Et l'objectif, ce qui se passe, c'est qu'on a une augmentation chaque année de 3 à 4% de la consommation et de la production en France. Donc on n'est pas du tout sur un truc où on va s'atténuer, où on va essayer d'avoir des pratiques vertueuses. Au contraire, les objectifs, c'est toujours d'augmenter, et les industriels visent en 2050 20% de la production pétrolière transformée en plastique. Donc on n'est pas du tout au début sur un scénario vraiment de maîtrise de la production. Derrière, on peut parler d'économie circulaire, mais en fait ça ne marche pas du tout parce qu'on ne peut pas recycler le plastique. En fait. Aujourd'hui en France, on en recycle 15% des 50 millions de tonnes. 50% partaient en Chine, alors là ils vont plus partir parce que la Chine n'accepte plus de récupérer les déchets du monde occidental, et le reste c'est soit incinéré, donc je vous explique après les fumées qui en ressortent, soit vous enfouissez. Et là ce qui se passe, c'est que ça fait des microparticules de plastique qui vont se retrouver ensuite dans les nappes phréatiques, invisibles, et vont se retrouver dans vos eaux minérales, de la même façon. Donc on n'a pas de solution écologique aujourd'hui pour gérer ce plastique, et comme le disent beaucoup d'associations, un bon déchet, c'est un déchet qui n'est pas produit. Alors on va parler peut-être des alternatives au plastique. Quelles alternatives est-ce qu'on peut utiliser dans les cantines scolaires? Il y a déjà différentes initiatives qui existent. Moi, je voulais juste préciser, effectivement, il y a eu, on va dire, un alignement de planètes au mois de septembre qui, entre le reportage d'Élise Lucet sur Envoyé spécial, je ne sais pas si vous avez dû voir, sur le 6e continent en plastique, tout le plastique qui était sur nos plages, plus la démission de Nicolas Hulot, qui a clairement fait réagir aussi, parce que c'était une démission en indiquant que le lobbying était trop fort et qu'on n'arrivait plus à être en cohérence avec son action gouvernementale. Donc je pense que tout ça a aidé aussi à une prise de conscience, et que les parlementaires se sont dit, bon, on suit le mouvement. C'est ce qui a, selon vous, moi, je pense, suscité ce revirement. Ouais, je pense qu'il y a eu ça, plus le compromis, effectivement, où la loi applicable en 2022 est repoussée à 2025 pour permettre un compromis avec les industriels. Bon, je pense que tout ça, ça a permis, même si on peut dire, en 7 ans, il y a tellement de choses qui peuvent évoluer, et en combien de tonnes de plastique on va encore redéverser pendant 7 ans. Cependant, et on le voit déjà dans certaines communes, on voit que cette loi, maintenant qu'elle est votée, certaines communes commencent à anticiper ce retrait du plastique dans les cantines. Et donc ça, c'est un bon signe, parce qu'ils savent que dans 7 ans, ça sera complètement interdit. Donc ils renouvellent leur marché public avec un certain nombre de critères, de cahiers des charges qui permettent d'imposer aux prestataires privés justement la suppression de ces contenants plastiques. Et puis quand ils sont en cuisine, en régie directe, en cuisine centrale, petit à petit aussi, ils commencent à renouveler. Donc ça va dans le bon sens. C'est pas satisfaisant 100% d'attendre 7 ans, mais au moins c'est une première dynamique qui est enclenchée. Et je voulais vraiment féliciter la mobilisation citoyenne des parents d'élèves, parce que ça ne vient pas des élus, là, c'est vraiment des citoyens, des parents d'élèves, la personne du collectif Cantine sans plastique, et voilà, qui a été un collectif d'une ville au départ et qui s'est agrandi dans plusieurs villes qui se sont après regroupées en collectif national. Donc c'est vraiment une mobilisation citoyenne qui est à relever. Peut-être pour revenir sur les alternatives, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait ses preuves? C'est étonnant parce qu'en fait, des alternatives, il y en a déjà. Je veux dire, le plastique, avant qu'on utilise du plastique, on faisait autrement. Et aujourd'hui, un tiers seulement des cuisines centrales sont équipées en liaison froide, et
certaines d'entre elles, donc mise en froid, c'est-à-dire vous transportez les plats froids d'un endroit à un autre. On les réchauffe sur place. Vous les réchauffez sur place et vous les transportez dans les barquettes en plastique la plupart du temps. Donc, mais certaines le font dans de l'inox. Donc en fait, finalement, ça ne touche qu'une fraction de, on va dire, entre un tiers et la moitié des enfants, je pense, aujourd'hui, essentiellement dans les grandes villes ou dans les grandes agglomérations. Et les alternatives existaient déjà. Donc c'est l'inox, c'est le verre trempé, c'est la porcelaine, voilà. Et ça fait des décennies d'expérimentation, pour le coup, avec ces matériaux qui sont, pour le coup, eux aussi inertes et inoffensifs. Donc il s'agit juste de se remettre dans les bons rails d'une certaine manière. Le plastique a joui d'une certaine image, je pense, dans les années 70-80. Tout le monde en a... Quelles étaient les raisons pour lesquelles le plastique a été massivement adopté? Est-ce que c'était Dans la restauration scolaire, c'est, je pense, le passage en liaison froide, c'est-à-dire la centralisation. Et ce qu'on voit, c'est plutôt que c'est une logique économique au départ qui prévaut et pas du tout une logique technique ou une logique sanitaire. C'est-à-dire on veut centraliser les cuisines, que ce soit dans les hôpitaux, dans les administrations, les collectivités, les cantines. On va créer des grosses usines tricatelles, d'une certaine manière, ça parlera aux plus âgés d'entre nous, où ensuite on va délivrer, distribuer cette nourriture quasi industrielle aux enfants. Donc nous, on pense qu'il faut revenir à des pratiques qui sont durables, qui sont saines et qui sont économiquement viables. Il n'y a pas besoin, vous parliez des villes qui avaient juste basculé, Nice est un exemple. Nice a recentralisé sa cuisine, donc elle était en délégation de service public, c'est redevenu en régie centrale. Et elle devait faire du plastique, elle ne fera plus du plastique, elle fera du 0% plastique, et elle va fragmenter ses cuisines parce qu'elle ne peut pas tout centraliser du coup. Donc c'est juste des questions de logique industrielle et économique qu'il s'agit de redébattre, de rediscuter, et il y a des solutions. Est-ce que du coup, l'éventuel surcoût d'autres contenants, l'inox, le verre, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il y a un vrai surcoût? Est-ce qu'il se répercute possiblement sur les parents d'élèves? Il y a deux niveaux pour parler des coûts. Il y a le niveau budgétaire, et donc M. Iacovelli a déjà parlé d'amortissement et de consommables. Donc là aussi, il y a un biais dans la façon dont on va présenter le coût. Strasbourg a bien montré que sur 4 ans, elle lissait d'une certaine manière l'investissement, et au bout de 4 ans, ça devenait même rentable. Ça, c'est un premier point. Donc c'est pas compliqué, plutôt que d'acheter une centaine de verres en plastique, vous achetez un verre en verre et c'est réglé. Après, il y a l'ensemble des autres coûts qui sont ce qu'on appellerait des externalités négatives, c'est-à-dire des coûts masqués. On parle par exemple des déchets, du retraitement des déchets. Ça, c'est un coût qu'on voit très, très vite parce qu'il va falloir s'en occuper. On peut parler aussi du coût sanitaire sur les agents, des agents dans les cuisines centrales qui travaillent dans des conditions de froid, par exemple, très difficiles. Donc on a une augmentation des problèmes de santé au travail. Et puis il y a la santé tout court, c'est-à-dire que quand vous avez un cancer, vous coûtez énormément à la société. Le problème, c'est que ce ne sont jamais les mêmes personnes qui payent finalement et qui font des bénéfices. Et en ce qui concerne simplement la question sur le prix des repas, nous pensons que c'est aussi la responsabilité des parents de dire moi, comme les associations, comme les scientifiques, comme les politiques qui pensent que l'alimentation, la santé, c'est important, je pense aussi que pour mon enfant, la santé alimentaire, c'est important. Et donc, je suis prêt à payer 20 centimes de plus mon repas dans le cadre de la cantine. Et ça, je pense que c'est un message qu'on fera passer par la suite. Alors peut-être une dernière question pour vous, Monsieur Iacovelli, afin de terminer cette discussion. Vous l'avez dit, l'horizon de l'amendement qui a été adopté, c'est 1er janvier 2025, plus aucun contenant plastique dans les cantines scolaires. Et d'ici là, comment on fait? Comment on fait pour convaincre les prestataires? Comment on agit? Alors, on en a parlé la dernière fois avec la présidente du collectif. Effectivement, là, c'est une première victoire, c'est-à-dire que la loi est votée. Après, il y a une mobilisation aussi de tous les parents d'élèves dans chaque ville pour faire en sorte que les villes n'attendent pas l'échéance de 2025, mais puissent agir au quotidien auprès des élus pour faire pression. Et d'ailleurs, je crois que le collectif, en vue des élections municipales de 2020, prépare une interpellation
de tous les candidats pour qu'ils puissent s'engager dès 2020 à la suppression, ou en tout cas au déclenchement de la suppression des contenants plastiques. Alors effectivement, il y a certaines villes où c'est plus compliqué parce qu'elles sont en délégation de service public. Donc elles ont délégué à un prestataire la réalisation des repas. Donc si ce n'est pas mis dans le cahier des charges, effectivement, c'est compliqué. Sauf que dans les marchés publics, dans le code des marchés publics, on peut très bien faire des avenants. Et les avenants, on les fait voter en conseil municipal, en accord avec le prestataire. Ça coûte peut-être plus cher dans un premier temps, mais au moins c'est amorti sur le long terme. Donc ça, il y a des avenants possibles dès maintenant à faire avec les prestataires. Et dans un deuxième temps, le renouvellement des marchés publics, ça ne mettra pas 7 ans. C'est-à-dire que souvent c'est en 2 ans à peu près. Et donc à ce moment-là, modifier les termes des contrats. Modifier les termes du contrat tout de suite. Et alors quand on est en régie directe, comme c'est le cas à Suresnes, c'est encore plus facile, puisque c'est un investissement direct, c'est voté même l'année prochaine, on peut investir directement dans des contenants inertes, et dans ces cas-là, on n'a plus besoin de prendre du plastique. Merci à tous les deux. On va passer aux questions de la salle. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? J'imagine qu'il y a probablement des parents d'élèves parmi vous. Est-ce que vous avez des questions sur cette suppression, monsieur? Allez-y, on vous écoute. Bonsoir à tout le monde, monsieur Soulis. À combien estimez-vous la consommation d'eau s'il faut laver tous les assiettes au lieu de les brûler actuellement ou de les consommer autrement? Oui, c'est une très bonne question parce que... On répète peut-être la question. Alors, finalement, la question c'est on va consommer plus d'eau s'il faut laver les plats en inox par rapport à jeter du plastique, par exemple. Mais en fait, il faut de l'eau aussi pour produire le plastique. Et tout est une question de cycle de vie, en fait. Ça s'appelle, on a un produit, il faut calculer le cycle de vie du produit sur l'ensemble, depuis sa production jusqu'à sa désintégration d'une certaine manière. Et aujourd'hui, le plastique a un coût énergétique très fort. C'est de la pétrochimie d'une certaine manière. Donc, nous-mêmes, on n'a pas forcément les chiffres complets par rapport à ça. Mais après, ça va être, oui, effectivement, des arbitrages par rapport à l'eau ou par rapport aux déchets. Ce seront des choix. Mais ceci dit, votre eau, si elle est ensuite pleine de microparticules de plastique, même si vous l'avez économisée... Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Donc on était vraiment très bon sur les explications. Tout est clair. Là, une question. Bonsoir, donc je suis de Montrouge, donc je suis ravi en étant FCPE d'avoir porté le sujet sur les non-déchets plastiques, avant même le collectif. On a poussé même 5 ans avant, donc petit à petit ça a infusé. Par rapport à la question de monsieur, j'ai été à une réunion sur le Grand Paris pour élargir le sujet. Et sur le Grand Paris, j'ai appris que les déchets alimentaires devront tous être collectés, si ma mémoire est bonne, en 2025. Donc il aurait fallu séparer le plastique du ce qui est organique. Donc de toutes les façons, ça aurait créé un calvaire. Il y a un corollaire à ça, c'est-à-dire que vous allez avoir des plastiques qu'on va appeler compostables, et voire dégradables des fois, voire des bioplastiques. Et en fait, c'est un piège parce que vous avez toujours soit une petite proportion de plastique dedans qui vont ensuite polluer en dessous les terrains sur lesquels ils sont mis à dégrader. Donc il faut faire là aussi attention par rapport à la séparation, au recyclage et puis au devenir de tous ces plastiques. On a une troisième question ici. Décidément, c'est Montrouge qui est un peu en force ce soir. Ouais, c'est quelque chose qu'on avait effectivement travaillé avec la FCPE il y a pas mal d'années maintenant, effectivement, et c'est arrivé aujourd'hui et c'est plutôt très bien. Je voulais simplement insister sur un point qui est important. Vous parlez de l'Europe tout à l'heure. Le Parlement européen s'est mobilisé là-dessus et a clairement signalé qu'il fallait supprimer l'usage des plastiques uniques, enfin des plastiques à usage unique, pour 2021. Oui. Donc, il va falloir que cette directive, quand elle va arriver au niveau national, qu'effectivement elle soit portée effectivement par nos parlementaires et autres. Mais c'est quelque chose d'important parce que c'est nouveau. Alors c'est deux aspects différents. Il y a un aspect effectivement santé environnementale et un aspect déchets.
Et effectivement, l'Europe pousse énormément sur l'aspect déchets, en particulier avec la DG Environnement, alors que la DG Santé ne bouge pas beaucoup sur la question des perturbateurs endocriniens. Ceci dit, par rapport aux lobbies, effectivement, les lobbies ciblent essentiellement l'aspect jetable. Et c'est le cas de la loi du député Lambert, hein, qui a été attaquée, et sur lequel même il y a une saisine au Conseil constitutionnel qui a été faite par des sénateurs LR. Donc effectivement, il y a un enjeu ici de réglementation. Mais les deux ne se recoupent pas complètement, que ce soit en termes de thématique ou en termes d'objets. Une question ici? Madame? Ah. Les plastiques dits alimentaires. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est-à-dire que les plastiques qui sont utilisés sont réglementaires et sont alimentaires, si vous voulez. Donc, ceux que vous avez dans votre maison ou dans les plats cuisinés, c'est exactement les mêmes. Hein. Les barquettes sont en polypropylène, le film, le petit opercule en polyéthylène, etc. Ça va être les mêmes plastiques. Donc, ils passent la réglementation parce qu'il n'y a pas de réglementation. Et donc, lorsqu'on dit qu'ils sont inoffensifs, on dit simplement qu'ils sont réglementaires. Donc il n'y a pas d'évaluation, c'est la différence d'un médicament. Avant de vendre un médicament, vous évaluez s'il est toxique. Avant d'utiliser des contenants alimentaires dans lesquels vous allez faire manger vos enfants, vous n'évaluez pas. Et vous les faites manger, puis vous regardez ce qui se passe 20 ans ou 30 ans plus tard, vous essayez de faire des corrélations entre la survenue de puberté précoce, la baisse de la fertilité et puis l'alimentation. Alors il y a encore 2 questions, je vois, même 3. Monsieur au 2e rang. Il y a le micro arrive. Oui, je voudrais savoir si quand on remplace les plastiques alimentaires par des cartons, papier sulfurisé, etc., est-ce qu'il a été étudié le même sujet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des relargages? Parce que bon, moi chez moi j'ai du papier sulfurisé et ça ressemble pas vraiment à du papier. Enfin, je suis un peu sceptique là aussi. Alors je suis pas parce que moi j'essaye d'enlever tout le plastique chez moi et c'est pas facile. Hein. Mais ceci dit, la question n'est pas effectivement limitée au plastique. Dans les boîtes de pizza, par exemple, vous avez un petit revêtement, souvent autour, qui a tendance à relarguer ce qu'on appelle des huiles minérales. Des huiles minérales dont la toxicité commence à être évaluée, parce que ça arrive toujours après, et on se rend compte qu'il y a potentiellement un impact. Donc ce sont les cartons alimentaires, d'une certaine manière, dont vous parlez. En ce qui concerne le papier sulfurisé, je n'ai pas d'informations sur la toxicité jusqu'à présent. A priori, je ne peux pas trop m'avancer, mais c'est un autre combat. Il y avait d'autres questions vers le centre de la salle. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce que vous faites. Hein. Donc voilà, je me retrouve tout à fait dans ce genre d'engagement. Vous avez dit que la semaine dernière était très chargée et vous avez super bien introduit le sujet avec le plastique et vous avez parlé de l'émission d'Élise Lucet ou encore de la démission de Nicolas Hulot. Maintenant, il y a aussi un événement très important qui s'est passé la semaine dernière, c'est le rapport du GIEC qui a été remis lundi dernier et qui nous dit que si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faut qu'on diminue nos émissions de gaz carbonique de 45% d'ici 2030 et qu'on soit à un net zéro d'émissions d'ici 2050. Du coup, c'est tout à fait en ligne avec ce genre de thématique-là, ce sujet. Après, moi je rebondis sur ce que le monsieur a dit. On dit ça va mettre 7 ans. Moi je me dis comment on fait d'ici 2030 pour conserver une planète vivable, quoi. Donc, moi je vous demanderais qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour continuer à contribuer dans ce sens, que ce soit du côté du Sénat ou du Conseil municipal. Voilà. Merci. Alors, je vous avoue qu'effectivement, lorsque le rapport est tombé la semaine dernière, on savait que c'était problématique, on ne pensait pas que ça serait aussi catastrophique. Et même si on a été plusieurs à alerter, plusieurs groupes à alerter depuis longtemps, il y a eu beaucoup de questions au gouvernement sur la question environnementale, on voyait bien qu'on avait toujours la même réponse faite à l'Assemblée, au Sénat, oui, nous œuvrons, nous faisons, tout va bien, on œuvre pour le recyclage, pour la baisse des émissions à effet de serre, voilà. Sauf que la réalité, c'est que le rapport est catastrophique et que
ça dépasse aussi le cadre français, parce qu'on voit que les accords de Paris, qui aujourd'hui ne sont même pas respectés par la France, il faut le savoir, les accords de Paris ne sont pas respectés par la France, même s'ils ont été ratifiés par la France, ils ne le sont plus par les États-Unis depuis l'arrivée de Trump, et ce qui pose un vrai problème. Donc c'est au niveau international, effectivement, qu'il faut agir. Après, il y a des mobilisations qu'on peut faire à l'échelle locale. Je pense notamment, je voulais féliciter aussi Olfa Cousseau, ici présente, qui a organisé samedi, partout en France, mais surtout à Suresnes, pour le coup, Olfa, la marche pour le climat. On voit qu'il y a une mobilisation citoyenne, mais qu'elle n'est pas énorme non plus. Je pense qu'il y a besoin de remobiliser les gens sur cette question environnementale, sur les petites actions qu'on peut faire au quotidien. Il faut que ça soit soutenu par les pouvoirs publics, et donc d'abord par les collectivités, par les municipalités, sur le tri des déchets, sur la suppression du plastique, et d'ailleurs je vous invite tous ce soir à faire vos placards et supprimer tout le plastique. Je peux vous dire que quand j'ai lu le livre de notre collègue, j'ai enlevé tout le plastique à la maison, mon épouse a un petit peu crié. Donc, non, mais sincèrement, il y a des petites actions comme ça, de supprimer vraiment tout ce qu'il y a, de trier, de faire des déchets, de faire du compost dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'il y a aussi la possibilité à l'échelle d'une ville, même si on habite dans un appartement, d'avoir en bas de chez soi un compost commun pour les déchets organiques. Les collectes, inciter, moi je prends toujours l'exemple, lorsque j'étais commerçant, et Evelyne pourra me le confirmer, lorsque j'étais commerçant à Suresnes, j'étais donc commerçant à la Cité Jardin, j'ai voulu faire le tri des cartons, parce que j'avais une activité où j'avais beaucoup de cartons. Et donc je me suis dit, je vais être responsable, je vais demander un container de carton. Bon, j'ai demandé à la mairie, on m'a dit, il n'y a pas de souci, on vous donne un container, c'est 966 € par an. Ben, j'ai dit, écoutez, je vais le mettre dans le container de carton de mon voisin alors, parce que je ne vais pas payer. C'est ça le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas d'incitation des citoyens qui ne touchent pas aux finances des entreprises, parce que les entreprises sont celles qui produisent le plus de déchets aussi. Et donc il faut inciter, et ça c'est la responsabilité des élus, des municipalités, de pouvoir inciter les citoyens à le faire, en multipliant les zones de tri sélectif, en facilitant les entreprises et en ne faisant pas payer les entreprises le fait de trier. Et tout ça, c'est des petites mesures, si vous voulez, qui peuvent permettre d'enclencher une dynamique éco-responsable. Et c'est vrai que moi, j'aspire à ce que Suresnes soit la première ville éco-responsable du département. Mais il y a encore du chemin, vraiment. Mais vraiment, la mobilisation citoyenne est importante, et ne serait-ce que pour donner des idées. Parce que nous, on n'a pas la source infuse. Et donc, il y a plein d'idées citoyennes qui sont mises en place. Je pense il y a des collectifs, je pense Bérangère Line aussi qui a des actions sur le produire sa propre lessive, son propre savon. Et donc ça prend un peu de temps, effectivement, mais au moins il n'y a plus de perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Et ça, c'est des ateliers qui peuvent être mis en place, des ateliers citoyens et des bonnes pratiques qu'on peut diffuser à la population. Alors on va clore ce premier sujet pour pouvoir passer au deuxième. Il y aura de toute façon une autre session de questions tout à l'heure. Donc pour aborder la deuxième thématique de la soirée, on accueille Evelyne Chambalou, ancienne présidente de l'association des commerçants de Suresnes, pour évoquer donc toutes les problématiques de vitalité des commerces de proximité. Alors Madame Chambalou, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un panorama de la vitalité, ou non d'ailleurs, des commerces de proximité aujourd'hui à Suresnes? Bonsoir. Écoutez, Suresnes n'échappe pas à la règle. La désaffection des centres-villes est croissante, de l'ordre de 10%, prend un point chaque année. Suresnes est une ville un peu particulière. Elle a deux pôles d'attractivité commerciale, le Haut-de-Suresnes et le Bas-de-Suresnes, qui sont des pôles totalement différents parce que des populations différentes. Je dirais que le Haut-de-Suresnes est habité par des gens, notamment de la Cité Jardin, qui sont des gens peut-être avec une population vieillissante, quoique maintenant avec les nouveaux programmes d'immeubles
On a aussi pas mal de jeunes là. Immeuble neuf, la population va être différente, mais ce n'est pas encore suffisamment marqué. La population du Bas-de-Suresnes est une population plus jeune, plus cadre dynamique, mais peut-être une population qui, justement, par des professions très accaparantes, ne sont pas partie prenante du commerce de proximité. Donc, il ne faut pas dépeindre un bilan extrêmement négatif, mais il faut quand même savoir et avoir en tête que ce commerce de proximité se dégrade. Pourquoi se dégrade-t-il? Parce qu'il y a une fréquentation moindre. Alors on peut envisager, on a des solutions quand même qui peuvent nous apporter un mieux. On peut accroître les heures d'ouverture, mais sachant qu'avoir une amplitude horaire plus importante vis-à-vis de petits commerces indépendants, ce sera une difficulté supplémentaire parce qu'ils sont souvent très peu nombreux, 1 ou 2 personnes dans un commerce de 50 mètres carrés. Mais je ne voudrais pas quand même être trop négative et j'aimerais en tout cas faire passer ce soir l'idée qu'avec une municipalité à l'écoute, une municipalité volontaire, on devrait pouvoir trouver des solutions qui sont en application dans d'autres banlieues, même de notre département. Je pense à Montrouge. Décidément, Montrouge est d'actualité. Monsieur Metton, le maire de Montrouge, a pris à bras le corps ce problème du commerce de proximité depuis de nombreuses années déjà. Et c'est-à-dire qu'il a une volonté de ne pas avoir de surface vacante. Et pour ce faire, il a embauché un manager de centre-ville, c'est-à-dire une personne, et c'est un vrai métier, manager de centre-ville, c'est-à-dire que c'est une personne qui est sur le terrain, qui est à l'écoute des commerces existants, qui dénombre les activités manquantes et qui n'hésite pas, s'il faut le faire, à aller aux halles pour chercher qui est un poissonnier, qui est un boucher, etc. Et Montrouge est un exemple dans notre département. Et ça n'a rien à voir avec la couleur politique de la municipalité. C'est une volonté politique, personnelle de la municipalité. Alors vous parlez de municipalité, il y a aussi des choses qui sont faites à l'échelon national. Monsieur Iacovelli, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, vous justement, comment vous êtes saisi de ce sujet-là, de la revitalisation des centres-villes et notamment des commerces? Alors, moi déjà, je partais d'une expérience personnelle et professionnelle, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais commerçant à Suresnes, et lorsque j'ai arrêté mon activité, j'ai travaillé pour un maire dans le Val-de-Marne, à Alfortville exactement, où j'étais en charge du commerce, en charge du commerce et du développement économique. Et donc, j'ai pu mettre en place, et j'ai pu voir également que lorsqu'il y a une volonté politique, et c'est souvent celle du maire, d'impulser une dynamique sur le commerce et de mettre les moyens pour le soutien du commerce, on peut faire changer les choses. Ça passe par une définition d'un périmètre. Il y a une loi qui s'appelle la loi Houllier, comme le nom du maire de Rueil. C'est lui qui l'avait faite quand il était parlementaire, qui permet de définir un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité dans une ville, et dans ce périmètre, de pouvoir préempter les commerces qui sont mis en vente pour éviter d'avoir une multiplication de banques, d'assurances, d'agences immobilières, parce que c'est souvent les premiers commerces qui s'implantent. Et donc, du coup, là, clairement, ça dévitalise complètement les centres-villes, puisque les gens ne viennent plus consommer dans ces commerces, puisque ce n'est pas des commerces alimentaires, ni de vêtements, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est la première loi qui permettait de faire ça. Après, il y a une autre possibilité, et là, je vous avoue que ça fait exactement, je crois, 4 ans que je me bats avec le maire de Suresnes pour qu'il le mette en place, et il l'a mis au dernier conseil municipal, donc c'est une victoire pour nous, c'est la taxation, c'est
une taxe, mais une taxe sur les friches commerciales. C'est-à-dire qu'on voit un certain nombre de propriétaires qui sont propriétaires d'un commerce, mais qui le laissent vide parce que ça ne les intéresse pas de le mettre en location, parce qu'ils n'ont pas besoin forcément du loyer, ou ça leur apporte moins de mettre un commerçant qui risque peut-être de ne pas payer, plutôt que d'avoir le commerce vide. Et donc ça, il y a une loi qui permet, au bout de 2 ans d'un local vide, de taxer le propriétaire, ça s'appelle la taxe sur les friches commerciales. Et donc ça a été mis en place, on vient de le voter au conseil municipal de septembre, qui sera mis en place à partir du 1er janvier 2019. C'est quelque chose que j'avais mis aussi en place il y a 1 an et demi à Alfortville lorsque j'étais en charge de ces questions-là. Et donc ça, c'est un bon élément. Et j'en ai profité pour dire au maire de Suresnes, qui est aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, président de l'office départemental, on le voit à la Cité Jardin, pour ceux qui habitent la Cité Jardin, le nombre de locaux vacants est catastrophique. La place du théâtre, pour ceux qui la connaissent, la place du théâtre, où je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait 23 commerçants sur la place du théâtre. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 5, voilà, avec des locaux vides. Donc j'aurais dit, c'était bien de voter cette loi, enfin cette délibération, mais c'est bien de se l'appliquer aussi en premier en tant que bailleur. Madame Chambalou, vous parliez tout à l'heure d'initiatives qui existent et qui, selon vous, ont fait leur preuve de revitalisation des centres-villes, notamment à Montrouge. Concrètement, comment on fait? Quelles sont ces initiatives? Comment est-ce qu'on convainc les commerçants de rester dans les centres-villes? Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais en tout cas, quand des commerçants ont en tout cas la sensation d'être épaulés, d'être écoutés, quand une municipalité insiste pour un rassemblement autour d'une association de commerçants, qui souvent ne restent pas les bras ballants, c'est-à-dire que ces gens-là organisent sur leur temps de loisirs des spectacles, des animations de rue, des défilés et autres. Mais on a affaire à l'heure actuelle aussi à un gros problème, c'est que tous les commerces quasiment sont des bailleurs privés. Et bien, les locaux commerciaux sont une charge très importante. Le loyer est une très très grosse charge dans les recettes, dans les dépenses des commerçants. Et pour ceux, ça devient, c'est vraiment un fléau là, c'est compliqué. Après, c'est d'ailleurs pour ça que parfois seules les banques ou les assurances peuvent se permettre de payer ces loyers en centre-ville. C'est ce qui pose un problème sur la revitalisation. Oui, bien sûr. Et donc c'est vrai que pour éviter une mono-activité, pas vraiment, mais dans certains quartiers de Paris, on a eu des mono-activités. Pour éviter ça, c'est vrai que la loi Ollier, avec la préemption du périmètre de commerce, était intéressante. Mais faut-il encore que cette préemption soit activée d'une façon positive? Je vais vous donner un exemple pour Suresnes. En bas de Suresnes, on avait un commerce de prêt-à-porter enfants qui a fermé depuis plusieurs mois. Et ce commerce, l'adresse était dans le périmètre de préemption. Donc, a été préempté par la municipalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dit qu'on voulait vendre ce commerce. Le dossier est passé en municipalité. La municipalité a dit qu'elle n'était pas trop d'accord pour l'activité proposée par un repreneur. Donc, elle prend en charge la totalité du loyer qu'elle paye aux bailleurs existants. À charge à la municipalité de trouver un nouveau locataire dans une activité qu'elle aura définie. Mais pour ce faire, il faut une activité politique commerciale très engagée, ce qui n'est pas notre cas. Ça veut dire que depuis plusieurs mois, l'ensemble de la collectivité paye un loyer fort cher et ça n'avance pas dans les démarches commerciales. Alors, cette loi de préemption est une bonne loi à condition qu'elle soit bien accompagnée. Mais d'ailleurs, sur cette question-là, il y a d'autres possibilités, parce que c'est vrai que parfois les communes n'arrivent pas à retrouver repreneurs. Parce que nous, on est dans une ville plutôt aisée, où on a une clientèle qui a peut-être un pouvoir d'achat qui peut
attirer, on va dire, des commerçants, mais il y a d'autres villes où c'est compliqué. Et donc, par exemple, je sais que la volonté, c'était d'avoir un poissonnier sur le bas de Suresnes, sur cette surface commerciale. Sauf que, je crois que c'était 5 000 euros de loyer, plus 270 000 euros de reprise de bail, plus 100 000 euros de travaux, parce que du prêt-à-porter, pour passer en poissonnerie, vous imaginez les normes et les travaux à faire. Donc, effectivement, c'était un investissement lourd pour une poissonnerie, et il va falloir en vendre du poisson pour amortir tout ça. Donc, a priori, il a jeté l'éponge. Donc, moi, c'est ce que j'ai proposé au maire au dernier conseil municipal, c'est qu'il y a une autre possibilité. La loi Ollier le permet. Et c'est d'ailleurs un amendement du précédent gouvernement qui permet, en fait, la loi Ollier disait 2 ans. On a 2 ans pour revendre le fonds de commerce qu'on a préempté. Sauf, on peut augmenter d'une année, donc passer à 3 ans, si on le met en location-gérance. C'est-à-dire que du coup, le commerçant ne rachète plus le fonds de commerce, il paye juste le loyer, une redevance à la ville, et pendant 3 ans, il se refait sa clientèle, et au bout des 3 ans, il achète. Et donc ça nous permet d'avoir tout de suite une activité, ça nous permet de ne plus payer de loyer, mais que ce soit le commerçant qui paye le loyer, et donc d'avoir une activité rapidement dans le commerce. Donc il m'a promis d'étudier la proposition d'ici le prochain conseil. Il y a ça, et puis il y a aussi quelque chose qui est mis en place. Moi j'avais mis ça en place à Alfortville, et je doutais au départ. Et en fin de compte, j'ai vu que ça fonctionnait extrêmement bien. Ça s'appelle des pépinières des boutiques éphémères, pardon, je cherchais le mot. Voilà, boutiques éphémères, en fait, c'était des boutiques qui sont préemptées par la ville, où la ville paye le loyer donc aux propriétaires, aux bailleurs, et on refacture à la semaine à des commerçants qui viennent juste exposer leurs marchandises pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois. Et ça permet d'avoir une activité récurrente, d'attirer du coup de la clientèle. Moi, j'ai vu des gens qui venaient tous les lundis matins pour voir quelle activité, quel commerce venait dans la boutique éphémère. Et donc ça permet aussi à la dynamisation des centres-villes. Et c'est vrai que s'il n'y a pas de volonté après de le mettre en place, c'est compliqué, mais c'est un vrai outil qui est à la disposition des municipalités. Alors pour parler peut-être de votre activité au Sénat, il y a eu une proposition de loi dont vous avez parlé tout à l'heure en introduction, transpartisane, dont vous étiez chef de file. C'est ça, elle a été votée à l'unanimité, ce qui est quand même rare pour ce genre de loi. Malheureusement, elle n'a pas été validée par le gouvernement et donc ne sera pas présentée à l'Assemblée nationale, c'est dommage. Mais c'était une loi qui permettait justement de regrouper toutes ces... Alors c'était surtout une loi qui permettait au centre-bourg, un peu moins au centre-ville, mais au centre-ville aussi, mais de dynamiser, c'est-à-dire qu'on a souvent des centres-bourgs et centres-villes qui sont complètement dévitalisés parce qu'il y a des grandes surfaces qui sont tout de suite en première périphérie. Et donc, grande surface, parking gratuit, on a tout sur place, donc pas besoin de payer le parking. Et donc, contrairement à des centres-villes où on a les ASVP qui nous alignent direct quand on va chercher une baguette de pain, on n'a pas forcément tous les commerçants qui sont souvent un peu plus chers que la grande surface. Et voilà, tout ça, si vous voulez, il y avait un vrai problème et une concurrence quasiment déloyale. Et c'est vrai que année après année, les élus locaux ont incité l'implantation de grandes surfaces en périphérie de ville parce que ça attirait, encore une fois, de l'emploi, ça attirait aussi de la taxe professionnelle lorsqu'elle existait. Voilà, on avait tout ça. Mais il y avait aussi un problème des friches agricoles qui étaient du coup utilisées pour la mise en place de ces grandes surfaces. Donc tout ça, il y avait un projet qui était intéressant, l'incitation donc fiscale pour l'implantation dans les commerces, enfin dans les commerces de centre-ville. Il y avait aussi de couper les baux commerciaux, c'est-à-dire souvent on avait un bail commercial où on avait le commerce et attenant un appartement au-dessus ou à côté. Mais ça, souvent, c'était le meilleur moyen pour avoir le commerce vide et l'appartement plein. Donc résultat, cette loi proposait de couper, avoir 2 baux, un bail pour le logement, un bail pour le commerce. Donc ça, c'était une obligation. On définissait en fait des zones comme les zones de sauvegarde du commerce de proximité. Là, ça s'appelait des zones OSER, qui permettaient en fait de définir des priorités, un investissement massif des collectivités locales, départementales, municipales, régionales, et aussi des chambres consulaires, donc de commerce et d'industrie, dans ces périmètres. Incitation fiscale, j'ai parlé des baux commerciaux, également donc de ne plus avoir de reprise
sur les baux, parce que c'est ça aussi qui pose problème. Parfois, quand on est un nouveau commerçant, un jeune entrepreneur, on a envie, on a la capacité, parce qu'on sait que notre activité va fonctionner, donc on peut se permettre de payer un loyer, mais on ne peut pas payer 200 000 euros de droit au bail ou de fonds de commerce tout de suite. Et donc tout ça, il y a une incitation forte dans cette loi. Il y a plein de détails, je ne vais pas vous tout détailler, mais en tout cas, c'était vraiment une loi qui allait dans le bon sens, qui d'ailleurs, pour qu'elle soit transpartisane et signée à l'unanimité, et votée à l'unanimité, c'est que c'est le bon sens pour une fois. Et voilà, on regrette vraiment qu'elle ne soit pas reprise par le gouvernement. Alors peut-être pour terminer sur ce sujet, quels sont vos projets? Quel est l'avenir éventuellement de cette proposition de loi? Est-ce qu'il y a des nouvelles négociations qui vont se faire dans l'année qui vient? Alors on a dans le cadre du projet de loi de finances 2019, donc qui va être discuté là en novembre-décembre, on a la possibilité de faire des amendements justement sur l'évolution d'un certain nombre d'aides, notamment sur le fonds FISAC, que Evelyne Chambalou doit bien connaître, qui était à l'époque un fonds qui permettait vraiment l'investissement des commerçants sur les animations commerciales, sur l'implantation de nouveaux commerces, qui aidait les associations de commerçants aussi à dynamiser les centres-villes, et qui ont, gouvernement après gouvernement, vu leur subvention diminuer pour être quasiment réduite à peau de chagrin au dernier vote du budget. Donc il y a un amendement qui est prévu, on va porter certainement voter très largement au Sénat pour augmenter ces fonds, pour trouver aussi... En fait, tout ce qui n'a pas été repris dans notre loi par le gouvernement, on va essayer de le détricoter et de le mettre par des amendements à l'intérieur du projet de loi de finances en implantant des nouvelles propositions. D'accord, merci à tous les deux. On va passer aux questions de la salle sur ce sujet des commerces de proximité et des centres-villes. Alors peut-être y a-t-il des commerçants qui sont là ce soir qui ont envie de partager leur expérience. Madame, au fond. Bonsoir, oui, je suis commerçante à Suresnes depuis on ne dit plus combien d'années. Moi, je voulais savoir, la fameuse taxe sur les friches commerciales, est-ce qu'elle est prévue à Suresnes d'être reversée au bénéfice du commerce pour faire quelque chose pour le commerce, justement? Ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que voilà. Rarement on cible les taxes, on les cible sur une action, et puis on voit bien malheureusement que les subventions, y compris sur les associations de commerçants, que ce soit les commerçants forains ou les commerçants sédentaires, les subventions ont diminué d'année en année, et donc il n'y a pas pour l'instant de volonté d'augmenter ces subventions. Après, et ce qui pourrait être intéressant, mais tout est relatif parce qu'on peut aussi être un peu critique sur l'action de l'Office du tourisme de Suresnes, mais ça peut être aussi une taxe qui vient alimenter le budget de l'Office du tourisme de Suresnes. Comme par exemple la taxe de séjour qui a été appliquée au Airbnb, qui n'était pas appliquée jusqu'à maintenant, qui était appliquée uniquement sur les hôtels. Là, il y a la taxe qui est maintenant applicable. On attend que les impôts nous donnent, que le Trésor public nous donne les directives, mais cette taxe applicable sur les Airbnb de Suresnes vont rentrer dans le budget de l'Office du tourisme. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de ciblage, mais a priori, la taxe sur les friches commerciales, qui pour l'instant n'apportera pas non plus un budget faramineux, mais en tout cas, il n'y a pas de ciblage pour l'instant, et ça sera, à mon avis, dans le budget global municipal. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là, des commerces et des centres-villes? Oui, ici. Bon, comme je suis de Montrouge, je vois les petits problèmes. Déjà, le maire, il a changé. La politique vis-à-vis des ASVP, on ne sait pas si ça va faire fuir le commerce. Il y a aussi le problème du clientélisme quand la mairie a les fonds de commerce et font des prix intéressants. Donc ça, je ne sais pas s'il faudrait faire une nouvelle logique pour faire que ce soit une autre mairie qui gère les choses. Après, on a l'association des commerçants qui permet d'avoir des activités, parce qu'il y a dans nos villes, contrairement au reste de la France, il y a beaucoup de gens qui s'en vont, enfin peut-être un turnover de 30%, donc il faut que les gens découvrent nos villes, c'est un peu un problème pour qu'ils aillent vers les commerçants. Et après, je dirais en lien avec le premier sujet, on voit un déclin de la consommation,
Et on a vu dans les études que les gens consomment mieux. Il y a eu 1,5, je crois, ou 0,5 de baisse de la consommation, et les gens vont consommer des produits de meilleure qualité. Donc, qui sont bons pour la santé. Donc, je ne sais pas si le circuit froid permet la conservation des vitamines pour nos enfants, mais arriver à faire un circuit court en intégrant du bio ou en intégrant des éléments de la nourriture saine, qui soient un peu médicaments et qui soient vus autrement, pour amener les gens vers les commerçants, sachant que, par exemple, à Montrouge, la mairie avait refusé l'implantation d'un centre commercial et on l'a repoussé à Arcueil. Et les centres commerciaux, on voit aux États-Unis, ils sont en train de fermer ou changent de structure et de taille. Donc on a à repenser notre ville, notre mode de la ville, et comment on apporte le commerce en tant que relais et à la fois le commerce en tant que lien humain. Donc il faut retisser humainement, socialement notre ville avec des commerçants qui ne fassent pas que du commerce, mais qui soient un prétexte d'aller acheter et aussi de se faire du bien. Enfin bon, c'est comme ça que je vois les choses, mais on a notre modèle à rebâtir. Voilà. Evelyne Chambalou, peut-être sur le sujet des nouveaux commerces qui pourraient fleurir en centre-ville, cette question du bio par exemple, vous la développez, vous en parlez Il me semble en tout cas que maintenant il y a des grandes enseignes de commerce bio qui sont installées dans presque toutes les villes de la banlieue en tout cas. Après, vous savez, les commerçants sont des indépendants. Donc indépendants, ça veut dire qu'ils font à leur manière et suivant leurs convictions. Donc qui peut donner des instructions à des indépendants? Voilà la grande question, mais sachez que d'une manière générale, les commerçants indépendants, ils ont à cœur de travailler correctement, parce qu'en fait, leur pays, ils se la font tout seuls. Donc quand vous faites votre paye tout seul, normalement, vous travaillez correctement. Juste, je pense qu'il y a aussi des choses à mettre en place. Il y a certaines villes qui ont mis en place... il faut s'adapter au mode de consommation des Franciliens, et notamment de la petite couronne, donc la banlieue parisienne, les Hauts-de-Seine notamment, où on est tellement proche de Paris. On a, comme le disait monsieur, on a un turnover important, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 30 à 40% entre deux élections municipales de Suresnois qui quittent la ville et d'autres qui arrivent. Et donc, c'est souvent des Parisiens qui viennent aussi en première couronne, et donc qui ont des habitudes de consommation parisiennes, avec des horaires qui ne sont pas forcément les horaires que nous, on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'il faut que les commerçants puissent s'adapter à ce nouveau mode de consommation. Et ça passe aussi par tout ce qui est consommation sur Internet, les commandes en ligne. De plus en plus, on voit une augmentation des commandes en ligne. D'ailleurs, dans la proposition de loi, il y avait aussi une taxe sur les commandes en ligne, parce que c'est trop facile. Du coup, les commerçants en ligne ne payaient aucune taxe, pas de loyer, pas de machin, rien du tout, alors que les commerces en bas de la maison, lui, payent son loyer plein pot, son fonds de commerce, et en plus voit sa fréquentation diminuer. Donc ça, il y avait cette taxe aussi. Mais donc, il y a une possibilité de s'adapter à ce mode de consommation en créant des conciergeries de ville, des conciergeries de commerce. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu géré souvent par l'association des commerçants en lien avec la ville, qui regroupe en fait toutes les commandes. C'est-à-dire que vous travaillez à l'autre bout de Paris, vous n'avez pas le temps d'aller chercher, je sais pas moi, votre rôti de bœuf de votre boucherie en bas de chez vous, et vous voulez absolument ce rôti de bœuf pour ce soir. Là, sauf que quand vous allez arriver chez vous, ça sera fermé. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez en ligne ou par téléphone, et c'est directement livré à la conciergerie de la ville, qui, elle, a des horaires beaucoup plus larges que votre boucherie en bas de chez vous. Et donc, il y a des solutions d'adapter le mode de consommation des clients et d'adapter aussi, du coup, les commerces à ce mode de consommation. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là? Oui, monsieur. Quatrième rang. Oui, une idée. Tous les espaces commerciaux vides, pourquoi nous ne les mettons pas à la disposition de producteurs de la région
et avec un turnover. C'est-à-dire que ce même local va servir un distributeur, un producteur de produits bio, et puis le lendemain ou le surlendemain, ça sera un poissonnier, mais il y aura toujours une activité et diversifiée. Je pense qu'avec la mairie qui limite la réglementation de du stationnement, je pense que là, les Suresnois seraient ravis de trouver ce genre de commerce. Alors, au-delà des Suresnois, je pense que ça touche vraiment, pour le coup, toutes les communes. Mais effectivement, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur la boutique éphémère, sur la possibilité d'avoir des locaux de la ville, enfin en tout cas payés par la ville, et qui soient refacturés ensuite à des commerçants sur une journée, une semaine, un mois, et donc avoir toujours une activité commerçante dans ce local. Et ça passe aussi par le bio, mais le bio, on met souvent en concurrence les marchés, on appelle ça les commerçants forains, et les commerçants sédentaires, ceux qui ont une boutique. Et je pense que c'est complémentaire. Et je sais que quand Evelyne Chambalou était présidente et j'étais son vice-président, elle œuvrait vraiment à ce rapprochement entre les commerçants forains et les commerçants sédentaires, parce que on vit les mêmes soucis, les mêmes problématiques, et donc il y a un vrai travail à faire avec eux, et ça passe aussi peut-être par une promotion du bio à l'intérieur même de nos marchés. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi sur la question du bio, parce qu'effectivement on voit une augmentation de la consommation bio, parce que les gens ont envie de bien manger, de mieux manger, quitte à mettre un peu plus cher. Alors c'est pas forcément possible pour tout le monde. Il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir toutes les gammes de produits à disposition. Mais en tout cas, on voit une volonté grandissante sur ce mieux consommer. Il y a encore une question ici vers le centre de la salle. Ah, monsieur. Oui, je voudrais rebondir sur, en fait, comment dirais-je, tout à l'heure, vous parliez des déchets et des taxes. Moi, ce que je regarde, c'est qu'il y a énormément de taxes qui sont collectées en France pour la gestion des déchets, pour le recyclage des cartons qui sont prélevés auprès des supermarchés, des industriels. Il y a aussi des taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères, ce qui pèse sur les particuliers. Et tout cet argent, moi, ce que je voudrais savoir, c'est où est-ce qu'il va. Parce que, à part les poches de Veolia et le budget général de l'État, je ne sais pas où il va. À mon avis, il n'y a rien. Vous avez la réponse. Quand on demande 3 sous pour distribuer des composteurs ou pour faire des zones de compostage communes, comme vous disiez, il n'y a pas d'argent. Mais pourtant, 6 mois avant, les mêmes politiques au gouvernement ont fait voter des lois, ou 10 ans avant, comme quoi il fallait prélever des taxes pour le recyclage, pour ceci, pour cela. Je pense que vous nous avez montré au Sénat, avec l'affaire Benalla, que vous aviez une capacité importante de surveillance de l'activité du pouvoir exécutif. Je pense que ce serait un bon sujet de mettre en place une commission qui enquête sur toute cette déperdition en ligne, un peu comme dans les réseaux de distribution d'eau, où on met 100 000 m3 d'un côté, on en récupère 20 000 à la sortie, et tout le reste, ça s'est évaporé. Je pense que pour l'argent de ces taxes qui sont normalement ciblées pour l'environnement, les déchets, etc., donc elles n'ont pas à être redistribuées dans le régime général, dans le budget général, je pense que là, une commission d'enquête parlementaire serait assez intéressante. Et c'est la même chose pour les aides aux commerçants. Il y a aussi beaucoup d'aides pour le commerce, qui sont payées par les grandes surfaces à destination des petits commerces pour la survie des centres-villes, etc. Il y en a des taxes comme ça. Et c'est pareil, l'argent, il y a une perte en ligne phénoménale et l'argent, il n'y en a jamais. Pourtant, il va bien dans des poches. Donc là, je pense que vous pourriez faire œuvre utile. Une commission d'enquête, peut-être pas, parce que c'est quand même très lourd de monter une commission d'enquête. Je ne connais pas le détail du fonctionnement. Vous voyez l'idée générale. Il n'y a pas de souci. Mais on peut effectivement vérifier et demander des explications au gouvernement sur le ciblage de ces différentes taxes. Il y a la TASCOM aussi qui a été mise en place il y a un bout de temps maintenant sur taxer les grandes surfaces pour financer justement l'implantation de petits commerces et d'aider à la communication du commerce de proximité. Donc voilà. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi, on parle souvent en France de taxes. C'est vrai qu'on est souvent les champions du monde de la taxe en France. Sauf qu'il y a peut-être d'autres solutions plus incitatives. Et alors je ne suis pas de ceux qui prennent souvent l'Allemagne en exemple, mais en Allemagne, par exemple, il y a
toutes les bouteilles, qu'elles soient plastiques, verre, carbone, ou enfin, les canettes, voilà, tout est recyclé. Et donc, dans tous les supermarchés, il y a des distributeurs alors où on pose nos bouteilles et en échange, on reçoit des bons d'achat. Mais alors, c'est peut-être 20 centimes, 10 centimes, mais tout ça, ça incite au recyclage et à la collecte de ces déchets. Sauf que nous, en France, bizarrement, on prend souvent exemple sur l'Allemagne, mais pas pour les bonnes choses, j'ai l'impression. Pour la rigueur, on prend exemple sur l'Allemagne, mais pas pour les côtés incitatifs. Donc je pense que là, il y a aussi des exemples à prendre chez nos voisins. Ouais, j'aurais fini. Juste, je ne suis pas pour la création de taxes. Et ce que je constate, c'est qu'en France, dès qu'il y a un problème, hop, vite, une loi, une taxe. La loi, elle est appliquée avec plus ou moins de bonheur et d'assiduité. Par contre, la taxe, elle reste. Et l'argent, il va bien quelque part. Moi, en tant qu'informaticien, j'étais adhérent à un syndicat dont j'avais jamais entendu parler et qui un jour m'a envoyé 10 ans de rappel de cotisation obligatoire parce qu'il y avait une taxe que je connaissais pas et qui faisait 0,017% de mon chiffre d'affaires annuel et j'ai dû payer 10 ans de retard et quand j'ai voulu contester, on m'a dit « Monsieur, il y a une loi, décret, machin ». Et ces gens-là, ils étaient payés pour envoyer des lettres de rappel. À part ça, j'ai jamais entendu parler d'eux, je sais pas ce qu'ils faisaient et je sais même pas le nom du truc, mais c'était tout à fait officiel. Et c'est juste un tout petit exemple dans un petit secteur. Et il y en a plein, il faudrait voir à Bercy combien ils récupèrent d'argent comme ça. Oui, mais après on nous dit il n'y a pas d'argent pour régler le problème. Bah, mais si, il y a de il y a l'argent une en taxe. France. C'est juste qu'il n'est pas forcément toujours bien utilisé. Mais il y a beaucoup d'argent en France. Il restait une question, oui, ici, madame. Ça marche ? Oui. On a beaucoup parlé de la concurrence des centres commerciaux qui faisaient mourir les centres-villes, ce qui est moins vrai aujourd'hui puisque les centres commerciaux ils ont du mal aussi. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus en ce moment les achats par Internet. Alors, c'est pas donc je voudrais bien savoir l'évolution. Qu'est-ce que vous avez comme information à nous donner sur l'évolution des achats par Internet? Moi, je vois chez ma concierge, il y a de plus en plus de paquets qui arrivent depuis tous les ans. Et comment voilà. Alors, c'est tout à fait vrai, et c'est d'ailleurs pour ça que la loi qui a été votée à l'unanimité au Sénat comportait un volet sur une nouvelle taxe. Mais cette fois-ci sur les entrepôts des vendeurs par Internet, Amazon en particulier et tout, qui du coup, eux, ne sont pas taxés sur une taxe commerciale sur les entrepôts de leurs produits, alors que le petit commerce, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le petit commerce en bas de chez nous, lui est taxé sur sa surface commerciale. Donc en fait, il y avait une proposition de taxer les entrepôts dans un premier temps et de taxer aussi au kilométrage. C'est-à-dire que de l'entrepôt, on calculait le nombre de kilomètres jusqu'à l'arrivée finale chez le client, et donc il y avait une taxe qui était calculée au kilomètre. Alors clairement, qui serait répercutée sur le client, hein, on sait très bien. Mais au moins, c'était une taxe qui permettait de financer ces fameux périmètres de revitalisation du commerce en centre-ville. Et sauf que ça, pour l'instant, ça a été refusé par le gouvernement. Tout l'ensemble de nos propositions ont été refusées. Donc c'est justement ce qu'on va faire par voie d'amendement au projet de loi de finances pour réimplanter, pour reproposer ces taxes sur le commerce en ligne et Amazon en première ligne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va peut-être élargir un petit peu le... Oui, sur d'autres sujets. Oui, vous pouvez aborder d'autres thématiques. Non, je voudrais rebondir simplement sur ces grandes surfaces, et notamment Amazon. Effectivement, ils participent beaucoup à la pollution avec le cartonnage surdimensionné. On jette la moitié des choses pour les recycler. On sait que les cartons, le verre et tout ça sont recyclés, en France du moins, à 20-30%. Le reste est exporté en Chine ou dans les pays d'Afrique. Hein. Et bon, voilà. Et je voudrais rebondir sur monsieur qui parlait du GIEC. Moi, j'ai lu le rapport, je suis peut-être un des seuls ici. Il est catastrophique. Et je voulais savoir, en tant que sénateur et en tant que conseiller municipal, l'heure est venue de
d'adapter la ville, d'adapter comment faire pour contrer ce réchauffement climatique en tant que citoyen ordinaire à Suresnes et dans les Hauts-de-Seine. Peut-être un rapport sénatorial qui étudierait tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Alors, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas dans la majorité municipale. Donc, du coup, je n'ai pas d'action sur la politique menée. Cependant, je pense qu'il y a un certain nombre d'actions à mettre en place. Et je pense que dans le cadre des prochaines élections municipales, on en parlera et on aura l'occasion d'en parler. Mais on en a parlé tout à l'heure avec monsieur. Ça passe par des incitations aussi à la population, à une vraie mobilisation. Je pense que la marche qui a été organisée samedi est un premier pas pour sensibiliser les citoyens. Je pense que ce que vous avez mis en place aussi sur les jardins partagés, sur le soutien aussi à l'agriculture paysanne avec les AMAP, c'est-à-dire faire venir des producteurs souvent d'Île-de-France ou de Normandie pour fournir des produits bio, souvent, en vente directe avec des produits de saison, des produits bio, directement à la population sans passer par des intermédiaires ou des commerçants. Tout ça, c'est des incitations, mais encore faut-il, parce que, vous en savez quelque chose, les AMAP, par exemple à Suresnes, n'arrivent pas à trouver de local. Il n'y a plus de locaux disponibles sur la ville, même gratuitement, parce que souvent, c'est des associations, donc elles n'ont pas les moyens de payer un loyer à Suresnes, et donc généralement, c'est des locaux qu'on met à disposition. Et donc ça, c'est plus possible à Suresnes de plus en plus, et on en a une d'ailleurs qui est obligée maintenant d'aller de l'autre côté du bois de Boulogne pour une AMAP de Suresnes, enfin de l'autre côté du pont, pardon, dans le bois de Boulogne. Voilà, donc il y a un certain nombre d'actions à mettre en place. Ça passe par les composteurs, ça passe par le tri des déchets, ça passe par des actions aussi de végétalisation de la ville, même si on a la chance d'avoir le parc du Château, d'avoir le parc du Mont-Valérien, mais ça c'est un héritage, c'est pas quelque chose qu'on a produit, et donc je pense qu'il y a toute une végétalisation à mettre en place sur les toits, sur le boulevard, par exemple le boulevard Henri Sellier, qui est pour moi quelque chose d'horrible. Enfin, à traverser le boulevard Henri Sellier, c'est 60 000 voitures jour, on ne respire plus dans ce boulevard. Moi je plains les gens qui habitent à proximité, enfin directement sur le boulevard. Donc il y a des choses à mettre en place pour ça. C'est dans le cadre d'un programme municipal, donc pour l'instant, vous comprendrez bien qu'on n'y est pas. Mais je pense que voilà, il y a plein d'idées à prendre et surtout s'inspirer des communes voisines et des autres pays aussi qui ont mis en place ces actions. Madame, vous avez une question? Alors ce n'est pas une question, c'était juste un petit complément justement par rapport à la remarque qui venait d'être formulée sur les AMAP et les difficultés qu'il y avait. Je voulais juste dire qu'à Colombes, quand nous étions en responsabilité à la mairie, les deux AMAP qui existaient et qui étaient dans des couloirs venteux et autres, tout simplement, je leur ai proposé une place à l'intérieur du marché, des jours où il n'y a pas le marché. Et c'est très simple. Finalement, les commerçants du marché l'ont accepté tout à fait bien. Ça ne gêne absolument pas les activités habituelles. Et maintenant, tout le monde est très satisfait de cela. Voilà une bonne idée. Avec une belle halle qui nous a coûté très cher. Monsieur Maillard, j'aimerais vous poser une question un petit peu plus générale. Dans votre introduction, vous avez parlé qu'il y avait une activité de contrôle de l'administration. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait pas mal de questions générales qui se posaient. Où va l'argent? Comment se passent les lois? Comment se passent les réglementations? Et donc j'aimerais focaliser la question, même si ce n'est pas votre activité principale, est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe le contrôle de l'administration par le Sénat? Et je vais vous donner un exemple très précis qui m'a marqué à propos de la manière dont le rôle du Sénat est apparu durant l'affaire Benalla. Juste un exemple. Le secrétaire général Keller a dit devant le Sénat... Secrétaire général de l'Élysée. De l'Élysée, pardon. Oui, le secrétaire général de l'Élysée Keller a dit, à propos donc du fait que Benalla n'avait pas déclaré son patrimoine, qu'il avait fait ça selon l'usage. Et le président de la commission des lois a répondu gentiment qu'a priori, l'usage avait changé, puisqu'il y avait une loi de 2013 qui s'appelle en fait la loi Sapin, mais que tout le monde doit connaître. C'est une loi qui est sortie suite au scandale de Cahuzac et qui devait imposer un certain nombre de contraintes, en particulier au niveau de l'Élysée. Moi, je vous pose une question très simple et très particulière.
Monsieur le secrétaire général de l'Élysée, Colère, durant l'audition et devant tout le monde, a expliqué, et je le dis très clairement, je fais partie de l'administration, qu'il n'a pas respecté la loi donc, sur la transparence économique du 2013, qui a été faite en particulier pour limiter les scandales, alors qu'en même temps, il est en train de dire que finalement, il ne connaissait pas la loi. Comment se fait-il que, vu la gravité du sujet, il n'y ait pas eu de réaction proportionnée? Alors, je prends juste cet exemple pour vous montrer que, et c'est mon sentiment général, j'insiste bien que je fasse partie de l'administration, on a l'impression qu'il y a des pressions considérables sur les commerçants, sur en fait tous les gens de tous les jours, et que l'administration, et en particulier la très haute administration, a l'air de pouvoir faire ce qu'elle veut, qu'elle le dit, et que ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes. Donc je résume, comment faites-vous pour contrôler tout ça? Alors, déjà, pour vous répondre sur l'obligation de déclarer son patrimoine, c'est valable pour l'ensemble des parlementaires et c'est transparent. Et vous pouvez d'ailleurs ce soir regarder sur la haute autorité pour la transparence de la vie publique, c'est le patrimoine des parlementaires et des ministres, et y compris de ceux qui vont rentrer dans les jours à venir, sont déjà en ligne, en tout cas pas ceux qui vont rentrer, mais ils ont déjà fait les saisies. Bref, donc ça c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on a normalement, en tant que parlementaire, on a, je crois, 1 ou 2 mois après notre élection pour déclarer notre patrimoine. Et ensuite, on a une validation ou pas de la haute autorité. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place, effectivement, vous avez raison, en 2013, la loi Sapin, par rapport au scandale Cahuzac, où il avait ouvertement menti devant le Parlement sur de l'argent qu'il avait détourné. Mais cette transparence, elle est également pour les hauts fonctionnaires. Et donc, effectivement, le secrétaire général de l'Élysée doit avoir cette même transparence et donc doit déclarer également son patrimoine et éventuellement d'éventuels conflits d'intérêts, pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts qui, effectivement, défraient la chronique en ce moment auprès de l'Élysée. Après, il y a un truc très simple. Moi, je ne fais pas partie de la commission d'enquête sur Benalla, d'une, parce que je ne suis pas de la commission des lois, mais de la commission des affaires économiques, et de deux, parce que ça me fait chier un petit peu, je vous avoue. Vraiment, moi, l'affaire Benalla, j'avais autre chose à faire que de m'occuper de ça. Donc j'ai suivi de très loin cette question-là, mais le Sénat n'a pas encore fini les auditions. C'est-à-dire que, comme les auditions ne sont pas finies, il n'y a pas non plus de rapport qui est rendu. Dès que le rapport sera rendu, il y aura donc un compte-rendu de l'ensemble des auditions, et il y a un article qui s'appelle l'article 40, qui permet à n'importe quel citoyen, ou encore plus à une commission d'enquête, de saisir le procureur sur un fait avéré, soit de fraude, de détournement, de malversation et tout. Donc le Sénat pourra, éventuellement, ou en tout cas la commission d'enquête, aura la possibilité de se saisir de cet article 40 pour dénoncer si les faits sont avérés. En tout cas, des présomptions de fraude, on va dire. Quant au contrôle parlementaire, en fait, il s'exerce sur plusieurs phases. C'est-à-dire que notre agenda parlementaire est séparé en semaines. On a des semaines d'initiative parlementaire, donc c'est là où on propose on fait des propositions de loi qui viennent du Sénat. Il y a des semaines réservées au gouvernement, où là on vote et on débat des textes venant du gouvernement. Et après, il y a des semaines réservées au contrôle. Souvent d'ailleurs, le gouvernement réduit ces semaines-là de contrôle pour en faire des initiatives du gouvernement. Donc on a de moins en moins et c'est d'ailleurs un des problèmes de la réforme constitutionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore la possibilité de le faire. Dans le projet de réforme constitutionnelle, ce sera le gouvernement qui décidera l'agenda du Parlement. Et donc c'est un vrai problème, parce que du coup on n'a plus d'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, et donc on n'a plus cette capacité que la Constitution nous confère de contrôler le gouvernement. Et donc, voilà, on a des semaines, normalement, de contrôle du gouvernement qui se passent, en fait, souvent sous forme de questions au gouvernement sur différents sujets, d'interpellation du gouvernement sur différents sujets. Et donc, c'est une espèce de débat, de questions-réponses, où ils doivent, normalement, nous apporter un certain nombre de réponses. Et on a aussi la commission des finances, qui est une commission des finances avec un président qui a mandat pour aller contrôler sur pièce, à Bercy, tout ce qui touche aux finances de l'État. Et donc, il peut également contrôler l'ensemble des taxes perçues par le gouvernement. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. On va, je pense, arrêter là pour les questions en public.
Une dernière, si elle est rapide. Oui. On m'a demandé d'être rapide, je vais être rapide. C'est une question qui se répond normalement par oui ou par non. Je remercie le monsieur d'avoir complété sur mon intervention sur le rapport du GIEC. En fait, voilà, je voulais vous dire, je vous en ai imprimé une copie, en tout cas de la synthèse pour les décideurs. Et je vais vous demander si vous acceptez que je vous la remette ce soir et que vous pouviez vous engager à la poser au moins sur la table du conseil municipal, sachant que vous n'êtes pas dans la majorité, mais ça vous empêche pas. Mais j'ai accès aux tables de la majorité quand même, donc voilà. je pourrais le déposer. Donc est-ce que c'est possible? Pas de souci. Merci beaucoup. Et alors, on va effectivement, je pense, stopper les questions parce que on doit avoir un timing qui vous permette de ne pas rentrer trop tard chez vous, comme on est lundi soir. Mais on va, je crois, faire un petit cocktail, un petit verre de l'amitié. Vous allez pouvoir poser les voilà, questions. Où moi je suis à votre disposition, je serai avec vous pour répondre individuellement aux questions que vous avez. Et vous avez de toute façon, la plupart d'entre vous, mes coordonnées, je suis à votre disposition. Et surtout, pour ceux qui le souhaitent, à l'entrée, alors je fais votre boulot, hein, désolé, à l'entrée, vous avez la possibilité de vous inscrire pour visiter le Sénat. C'est un beau palais de la République et c'est accessible à tout le monde. Et donc, il faut vraiment que vous puissiez le visiter si vous le souhaitez. Vous avez 3 dates proposées en octobre, décembre et janvier. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. C'est juste à l'accueil. Voilà. Merci à tous les 3 d'avoir participé ce soir. Merci à nos 2 intervenants, Jérôme Santinelli, Evelyne Chambalou, merci. Vous allez pouvoir continuer les discussions, bien sûr, au cours du cocktail qui va débuter. Et pour terminer, je vais laisser le mot de la fin. Vous remercier d'être venus aussi nombreux. Vraiment, ça fait plaisir de pouvoir vous rendre compte de mon travail parlementaire. Remercier également, parce que moi, je n'ai pas eu l'occasion de les remercier publiquement, les jeunes, les 8 jeunes qui ont fait preuve d'une citoyenneté. Je ne suis pas sûr que nous, on aurait fait la même chose si on avait trouvé un sac avec 4 000 € dans le RER, hein, je vous avoue. On peut les applaudir encore une fois. Remercier également mes suppléants au Sénat, Thierry Besançon, Fabienne Gambier, Thérèse Nguibous, bien sûr, et Saloua Hachemi qui est présente. C'est aussi leur travail qui a permis cette élection. Merci à mes collègues de toujours, Nicolas Dasta et Sonia Demeaux, mes collègues du conseil municipal. Et cette super association dans laquelle j'ai la chance de participer avec Safia Chamoir et Atchiline et bien d'autres encore qui sont dans la salle, avec Suren au cœur. Je remercie vraiment de leur présence. Et juste, je suis désolé parce que c'est aussi important parce qu'il y a ceux qui vous parlent et puis ceux qui font derrière. Et je voulais vraiment penser à mes 3 collaborateurs. Bien sûr, Nicolas Dasta qui travaille avec moi au Sénat, mon inséparable, on va dire. Benjamin Ingranessi qui est là-bas, qui passait le micro. Et Lies Messatfa qui est là-bas. Voilà, c'est aussi leur travail. Et bien sûr, Christophe Grégorio qui est là-bas à l'entrée, qui était mon directeur de campagne pour les élections sénatoriales et qui continue à nous aider bénévolement sur notre action au Sénat. Et donc c'est aussi toute cette équipe qui me permet, en tout cas, moi, d'exercer mon mandat à votre service et au mieux possible. Et merci aussi à Christine Massy qui est toujours là depuis longtemps. Merci beaucoup.